Merci beaucoup. Je commencerai par remercier les organisatrices et organisateurs de cette journée qui, je crois, donne lieu à des échanges très riches et très constructifs, je l'espère. Enfin, il n'est pas encore l'heure du bilan, mais je pense que il y aura beaucoup de choses à en retirer de toutes parts. Bon, moi, je vais parler du point de vue d'une économiste, donc pas avec une expérience de terrain aussi parlante que ça, mais peut-être en essayant d'avoir un point de vue un peu comparatif, peut-être un petit peu théorique, mais je ne vais pas, certainement pas faire un cours d'économie, de façon à mettre en perspective les problèmes très concrets qui sont abordés là, et introduire, mais seulement introduire, les pistes de solutions qui vont être discutées cet après-midi. Alors, bon, d'abord, pour rappeler quelques constats, on le sait, enfin, vous la connaissez, l'étude récente du ministère de la Culture l'a bien montré, que les revenus des auteurs en France diminuent en moyenne, diminuent en médiane, ce qui veut dire que de moins en moins d'auteurs peuvent vivre de leur activité d'auteur. On sait aussi, évidemment, on peut le rappeler quand même, parce que ça fait partie des indicateurs, que le revenu par titre baisse, en conséquence directe de ce qui a pu être qualifié de crise de la surproduction. Bon, terme qu'on peut analyser, qu'on peut rediscuter, mais en tout cas, le constat, il est là. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que ce constat, on peut aussi le faire à l'étranger. Ça n'est pas une spécificité française, et donc ça aide aussi un peu à analyser différents facteurs qui sont derrière ces évolutions, puisque si elles se produisent également à l'étranger, c'est qu'il y a certainement des tendances lourdes à l'œuvre et pas des tendances uniquement locales ou de relations interindividuelles entre éditeurs et auteurs français. Au Canada, les associations d'auteurs parlent d'une baisse de revenus en termes réels, c'est-à-dire compte tenu de l'inflation, de moins 78% en 20 ans. Donc on imagine bien que des gens qui pouvaient en vivre il y a 20 ans ne peuvent plus du tout en vivre aujourd'hui. Au Royaume-Uni, alors évidemment à chaque fois on peut discuter sur la base sur laquelle ces chiffres sont calculés, mais la tendance elle est quand même la même partout, donc ça c'est assez parlant. Au Royaume-Uni, on constate une diminution de moins 40% en 12 ans. Aux États-Unis, de moins de 30% en 6 ans. Ça, ce sont les chiffres les plus récents sur les dernières années qui ont été publiés par les associations d'auteurs. On ne peut pas vraiment défendre l'idée que tous ces chiffres sont erronés, qu'ils se trompent tous et que la tendance est complètement inverse. Donc en fait, le constat d'une précarisation des auteurs, malheureusement, j'ai envie de dire, il n'est pas si facile à analyser parce que derrière les auteurs, il y a énormément de situations différentes, comme vous le savez, mais le constat global, il est quand même relativement parlant. Ce qui est parlant aussi, c'est que ce constat, on en trouve aussi des indices concordants dans d'autres secteurs culturels et bien entendu dans d'autres secteurs de l'économie, mais on le trouve de manière assez transversale à plusieurs industries culturelles. Les chiffres sont difficiles à comparer parce que, bien évidemment, toutes les industries culturelles ne fonctionnent pas de la même façon, enfin aucune ne fonctionne de la même façon, les modalités contractuelles sont très différentes d'une industrie à l'autre. Il n'empêche que, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, par exemple, il y a une étude qui a été publiée, une étude SCAM qui a été publiée il y a quelques années sur les auteurs de radio. On constate une précarisation de leurs revenus. La Chambre des communes au Canada a publié un rapport assez fourni sur toutes les industries culturelles canadiennes, et le constat il est le même sur l'ensemble des industries culturelles. Donc à chaque fois, même si on mobilise des statistiques différentes d'une industrie à l'autre, on retombe un petit peu sur les mêmes problématiques. Donc ça nous montre bien qu'il y a des tendances certainement assez profondes derrière tout ça. Avec, on va le voir, peut-être une variété de facteurs à envisager et une variété de solutions à rechercher. L'enjeu de la rémunération, je crois que les 3 témoignages viennent très très bien de le montrer. L'enjeu de la rémunération, il est tout à fait problématique pour les auteurs parce qu'il va recouvrir à la fois évidemment une problématique financière. La rémunération, elle porte sur la reconnaissance d'abord au sens financier. Il faut qu'on puisse vivre. Quand on exerce un travail à plein temps, il faut qu'on puisse en vivre, sinon c'est tout simplement pas possible.
mais aussi la rémunération, elle porte aussi sur la reconnaissance au niveau symbolique, donc sur la considération, qui est quelque chose d'important à prendre en compte, même si je parle en tant qu'économiste, normalement, on considère que les êtres humains n'éprouvent rien, mais bon, quand même, hein, la considération on peut donner, voilà. On peut quand même imaginer qu'il y a une certaine valeur humaine, hein, à prendre en compte là-dedans. Être rémunéré pour un travail, c'est aussi en obtenir une certaine considération. Et puis, il y a une troisième dimension qui est un peu plus sociologique ou institutionnelle. Et ça, c'est bien pour ça que la rémunération des auteurs est au cœur d'un ensemble d'enjeux à la fois juridiques, sociologiques et économiques. La troisième portée, c'est la reconnaissance en tant qu'identification de l'auteur. Le fait d'être rémunéré pour un travail permet de s'auto-identifier au corps des auteurs, au statut d'auteur, de se dire soi-même auteur. Et ça peut avoir un effet, ensuite, par rétroaction, ça peut avoir un effet sur ce qu'on produit. Le fait de se sentir pleinement auteur, reconnu comme tel, peut avoir, j'imagine, peut avoir un effet sur la sérénité dans laquelle on travaille, la qualité des œuvres, les préoccupations qu'on a, etc. Donc derrière, et ça avait été assez bien montré d'ailleurs dans une étude qui avait été menée dans le cadre des États généraux de la bande dessinée, où il y avait des questions posées en termes de comment vous qualifieriez-vous, est-ce que vous vous qualifiez comme amateur, professionnel précaire ou professionnel installé, et c'était une auto-déclaration, mais on voit bien que ces paramètres-là, Pierre-Michel Menger, un sociologue, l'avait clairement montré à partir de ces données-là, c'est le fait de s'auto-identifier, par exemple, au professionnel installé est assez fortement corrélé à la rémunération qu'on retire de son travail d'auteur. Donc, la rémunération, elle n'est pas qu'un enjeu pécuniaire, elle a aussi une dimension symbolique et sociologique qui sont très importantes, certainement, dans le fonctionnement du travail de l'auteur. Alors, quelle lecture économique est-ce qu'on peut faire de ces questions-là, des questions qui nous réunissent aujourd'hui? En fait, la question de l'origine de la valeur et du partage de la valeur, ce sont des questions qui sont très anciennes en économie, qui sont même parmi les toutes premières préoccupations des économistes classiques à partir du XVIIIe siècle. Alors, sans faire toute l'histoire de la pensée économique, simplement ce qu'on peut rappeler, qui est, je pense, assez intéressant à mettre en relief ici, c'est que dès le départ, les économistes se sont interrogés sur les liens entre la valeur du travail qui aboutit à un produit, la valeur d'usage de ce produit, c'est-à-dire quelle valeur l'utilisateur en retire, hein, pour le dire dans des termes contemporains, et la valeur d'échange, c'est-à-dire à combien ce produit est vendu. Et dès le départ, ça a été l'objet d'une réflexion. Les économistes classiques, les premiers économistes, tels qu'on les décrit aujourd'hui, hein, estimaient qu'il y avait un lien fort entre la valeur travail et la valeur d'échange, tout en questionnant ce lien, mais ce lien existait. Et par la suite, les théories néoclassiques qui ont beaucoup plus pris le dessus à partir du XIXe siècle et qui sont aujourd'hui tout à fait dominantes en sciences économiques et puis de manière sociétale, hein, dans nos modes de pensée, les économistes néoclassiques ont beaucoup plus considéré que c'était la valeur d'échange qui était un déterminant de la valeur tout court d'un produit. Qu'est-ce que ça nous dit sur la rémunération des auteurs aujourd'hui? Ça nous dit qu'on a un peu oublié qu'une œuvre n'est pas réductible au chiffre d'affaires qu'elle produit. Une œuvre, elle a aussi une valeur, alors bien évidemment pour l'auteur qui a mis énormément de choses personnelles, mais elle a aussi une valeur sociale, parce qu'elle va contribuer à un bien commun, à une certaine diversité culturelle. Bon, chacun de ces mots est complètement piégé, on peut avoir énormément de discussions dessus, mais le fait que l'œuvre ait une valeur indépendante de sa valeur de marché est une composante évidemment très importante en économie de la culture, composante qu'il est difficile de mettre en adéquation avec la rémunération des auteurs telle qu'elle est calculée aujourd'hui. Donc, par exemple, pour citer à nouveau le rapport de la Chambre des communes canadienne sur les industries culturelles, qui a été publié récemment, on parle d'écart de valeur. Le problème, c'est qu'il est difficile de le mesurer, cet écart, mais c'est quand même intéressant d'utiliser ce vocabulaire pour bien rappeler que
la valeur marchande n'est pas la seule valeur. Il ne s'agit pas seulement de se partager le gâteau, il faut aussi questionner la taille du gâteau et dans quelle mesure le prix obtenu reflète le gâteau en lui-même. Donc une fois ces éléments de contexte et de constat rappelés, je crois qu'on peut rapprocher ces éléments d'un certain nombre de facteurs dont il est difficile de déterminer les parts respectives, mais en tout cas, tous ces facteurs certainement contribuent à la précarisation des auteurs, la précarisation de la situation socio-économique des auteurs qu'on constate aujourd'hui. Et ces facteurs, heureusement, ils ne sont pas tous liés au comportement de l'éditeur. Hein. L'éditeur n'est pas le seul responsable. Je le dis en plaisantant, hein, je pense aussi que l'éditeur n'est pas l'ennemi de l'auteur, enfin, ne devrait pas l'être. Ces facteurs, ils sont certainement, pour certains, propres à la relation entre auteur, éditeur et puis le reste de la filière, mais aussi pour d'autres facteurs plus généraux. Et donc, ça nécessite peut-être une réflexion sur d'autres moyens à mobiliser pour les résoudre. Donc, bon, tout d'abord, il y a des facteurs contextuels. Je crois que, par exemple, ce matin, on le voit bien, hein, quand dans un certain pays, des dispositions fiscales ou économiques impactent la situation des auteurs, c'est ce qu'on peut appeler un effet de contexte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, pour des raisons légales ou fiscales, qui peut détériorer la situation des auteurs. Je ne reviens pas sur le cas français, mais ça se passe aussi à l'étranger. Par exemple, encore une fois au Canada, ce qui met en colère les auteurs en ce moment, ce n'est pas des problèmes de fiscalité, c'est même pas au premier plan vraiment la question du pourcentage de droits d'auteur, c'est une disposition légale relative à l'utilisation du droit d'auteur pour des pratiques éducatives, et c'est ça qui cristallise complètement aujourd'hui le mécontentement des auteurs au Canada. Donc, bon, on voit qu'il peut y avoir, selon les contextes locaux, hein, des facteurs sur lesquels on peut jouer et qui se produisent ici ou là. Par ailleurs, il y a des facteurs conjoncturels, l'évolution des ventes de livres, le fait que le prix des livres augmente moins vite que l'inflation, des facteurs conjoncturels qui jouent sur toute la filière et en particulier sur l'auteur qui souvent n'a aucune emprise dessus. Ensuite, il y a les facteurs structurels qui sont bien connus, hein, la forte concentration de la filière de l'édition qui donne un certain pouvoir de marché à l'aval de la filière, enfin en tout cas tout ce qui est en aval de l'auteur, c'est-à-dire tous les autres acteurs pratiquement, à commencer par l'éditeur. Pouvoir de marché, ça ne veut pas forcément dire que ces acteurs abusent de leur pouvoir de marché, mais ça veut dire qu'ils sont en position d'imposer plus facilement que l'auteur des dispositions contractuelles comme le pourcentage de droits d'auteur. Il y a aussi le fait que dans la filière de l'édition, beaucoup de coûts sont soit fixes, soit non négociables du point de vue de l'éditeur et de tous les acteurs qui viennent en aval. Et du coup, le droit d'auteur, qui est variable jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il le sera moins justement si un minimum est fixé, mais c'est tentant de jouer dessus, puisque c'est la variable sur laquelle un éditeur peut jouer pour préserver sa propre marge et ses propres marges de manœuvre économiques. Ensuite, je pense qu'au-delà du caractère purement chiffré du pourcentage, hein, enfin, qui est évidemment très important, mais on peut aussi voir comme facteur majeur de cette fameuse crise de surproduction la question de la stratégie des éditeurs. Parfois, je ne vais pas dire à leur insu, parce qu'ils agissent quand même en pleine conscience, mais parfois, selon des modalités qui n'est pas à leur avantage, sans qu'ils en aient nécessairement conscience. Il y a une étude récemment qui a montré, une étude économique, hein, économétrique même, très, très chiffrée, qui a montré récemment qu'en Allemagne, par exemple, mais on peut imaginer que les éditeurs français sont pas forcément beaucoup plus clairvoyants, les éditeurs avaient tendance à surpromouvoir des titres qui, de toute façon, ont des chances de bien se vendre, et pas suffisamment d'autres titres qui auraient toutes leurs chances s'ils étaient mieux promus. Alors ça, on peut en avoir le sentiment diffus quand on est un acteur de la filière, mais on peut aussi
le mesurer, et ça a été mesuré sur le cas allemand. C'est certainement, en tout cas, une question qu'on peut se poser aussi dans le cas français, et dont on peut s'inspirer pour rééquilibrer un petit peu les choses, pas uniquement en touchant au pourcentage, mais aussi à l'ensemble des relations entre l'auteur, l'éditeur et les autres acteurs, donc, y compris dans des termes qualitatifs et pas seulement purement quantitatifs. Et puis, dans les facteurs structurels, je dirais aussi que, bon, je pense que ça concerne peut-être une partie d'entre vous, mais les auteurs eux-mêmes n'ont pas toujours intérêt ou envie de négocier les droits les plus élevés. Alors, bien sûr, il y a le cas des auteurs débutants qui ont envie d'être édités et qui, en plus, ne savent pas toujours très bien comment ça se passe et n'ont pas idée de comparer les taux. Donc, il y a tout cela, mais il y a aussi les auteurs peut-être un peu plus chevronnés, mais pour qui la production d'une œuvre n'est pas un acte isolé, mais fait partie d'une stratégie globale de production. Par exemple, un auteur qui publie un livre et ensuite il va s'appuyer sur ce livre pour faire des séances de coaching, pour vendre des prestations, des conférences. Les auteurs universitaires pour qui la principale motivation à la publication d'un livre n'est pas le revenu qu'ils vont en tirer en droit d'auteur, mais le fait que ça va leur servir dans leur carrière pour progresser. Donc ces auteurs-là, même s'ils ne représentent pas la majorité des auteurs et sûrement pas la majorité des auteurs qui en vivent, tous ces auteurs-là représentent une certaine force à la baisse, enfin de pression à la baisse, une pression à la baisse sur les droits d'auteur, puisque ce sont des auteurs qui n'ont pas vraiment intérêt à négocier les droits et qui, en quelque sorte, entrent en concurrence avec les auteurs qui, eux, auraient intérêt à négocier les droits. D'où la nécessité de se réunir en collectif, en association d'auteurs, en organisation professionnelle, de façon à ce que les pratiques des uns ne nuisent pas aux pratiques des autres. Je crois que c'est particulièrement le cas, par exemple, pour les traducteurs, qui, pour un même travail, peuvent être, je parle des traducteurs littéraires, qui, pour un même travail, justement, vont avoir un regard tout à fait différent sur les droits d'auteur, selon que c'est leur activité à plein temps ou une activité annexe qui rentre en compte dans leur stratégie professionnelle globale. Et puis, pour terminer un petit peu ce tableau, on peut citer les facteurs plus sociétaux, qui sont évidemment très difficiles dont l'impact est très difficile à évaluer, mais qu'on peut difficilement ignorer quand on voit que sur longue période, les revenus des auteurs diminuent dans beaucoup de pays. Ces facteurs sociétaux sont très certainement à l'œuvre. Parmi ceux-là, on peut citer le développement des échanges numériques et l'effet que ça exerce sur la disposition à payer des consommateurs pour les contenus. En fait, la disposition à payer, ce n'est pas forcément qu'elle devient nulle, on ne veut pas forcément avoir des contenus gratuits, mais il devient de plus en plus difficile de mobiliser une disposition à payer à l'œuvre ou à l'acte. Ça, c'est vrai dans différentes industries culturelles. Et donc, ça remet en cause non seulement, évidemment, les modes de rémunération dans l'univers numérique, mais aussi, ça contamine un petit peu la culture du paiement qu'on peut avoir pour l'ensemble des biens culturels. Donc, même quand on n'achète pas un livre numérique, même quand on l'achète sous format papier, par exemple, le fait d'avoir ancré des pratiques de gratuité ou de piratage ou différentes pratiques qui se sont développées avec le numérique exerce une influence sur la disposition à payer et donc sur le chiffre d'affaires qui va pouvoir être dégagé globalement par l'édition. Et puis, de manière, je dirais, peut-être encore plus insidieuse, il y a aussi le rapport au travail. Là, ça ne concerne pas que les auteurs, mais la situation des auteurs en est certainement un exemple particulièrement saillant. Le rapport au travail évolue dans nos sociétés avec une prise en compte de moins en moins importante du temps travaillé en tant que tel et une espèce de fongibilité croissante entre le temps travaillé, le temps personnel, le temps de formation, le fait qu'on compte sur l'individu pour s'assurer lui-même socialement, puisque les dispositifs de sécurité sociale collective ou d'assurance sociale collective sont en diminution. Et l'auteur qui combine le fait qu'il travaille de manière indépendante, il vend, entre guillemets,
un produit plus que son temps de travail en tant que tel, l'auteur donc concentre les caractéristiques qui vont fragiliser sa situation dans ce contexte, alors qu'on peut, d'un certain point de vue, assimiler à une espèce d'ubérisation de l'économie, où finalement ce qui compte, c'est à combien on peut valoriser le produit qu'on a fabriqué, et pas du tout combien de temps on y a passé, quelle est sa valeur sociale, quel est son potentiel, etc. etc. Du coup, l'auteur, qui de toute façon n'est pas, très rarement un salarié, l'auteur se retrouve fragilisé du fait que cette déconsidération du travail en lui-même devient un petit peu la norme dans beaucoup de professions, et pas seulement la sienne. D'où l'intérêt, encore une fois, de poser vraiment les choses en termes de métier d'auteur, de statut, de façon à restaurer la considération du travail, et pas seulement du produit qui en est issu. Alors, pour conclure cette introduction et introduire justement les échanges qui vont suivre, on peut toujours, du point de vue d'une économiste, on peut évoquer quelques-uns des moyens qui sont traditionnellement utilisés en économie, imaginés en économie pour corriger des situations dans lesquelles le marché ne produit pas un résultat optimal. Ces solutions, elles se ramènent généralement à trois grandes catégories. La première catégorie, c'est en général quand l'État se substitue au marché, l'État fait à la place du marché quand il considère que le marché ne fait pas suffisamment bien. Là, on peut imaginer que ce sont des pistes telles que subventionner le travail de l'auteur directement. Ensuite, reste à savoir comment le financer, et c'est là qu'on réfléchit à quelles activités il faut taxer, par exemple les activités des GAFAM, mais pas que. En tout cas, le fait que l'État se substitue au marché, je pense que ça peut être une solution d'appoint, mais certainement pas une solution de fond pour résoudre la crise de la filière dans son ensemble aujourd'hui. La deuxième solution, celle qui est certainement la plus en lien avec les propos de cet après-midi, c'est que l'État peut légiférer, l'État ou l'autorité publique peut légiférer pour encadrer les prix, alors soit les fixer, c'est plus rare et puis c'est plus compliqué dans notre contexte institutionnel, mais soit les encadrer, comme par exemple ça a pu être fait là récemment dans le cadre de la loi alimentation. Les difficultés de cette modalité d'action, c'est d'en prévoir les effets réels sur les comportements de marge des différents acteurs, et d'être bien sûr que les dispositifs qu'on met en place vont bien profiter aux acteurs en amont, c'est-à-dire les auteurs qu'on souhaite protéger. Et puis la dernière catégorie d'outils qu'on analyse en économie, ce sont les instruments incitatifs, c'est-à-dire non pas contraignants, mais des moyens qui sont censés orienter les agents économiques vers les comportements les plus vertueux. Et là, ça se rapproche plus de la piste, par exemple, du conditionnement des aides du CNL à certaines pratique. Encore une fois, pour que ça ait un effet massif sur le revenu des auteurs, il faudrait certainement beaucoup plus développer cet outil-là qu'il ne l'est actuellement. Voilà, juste pour terminer, donc, puis ensuite surtout laisser la parole à l'ensemble des acteurs qui sont directement concernés. Je dirais qu'au-delà d'une réflexion sur le métier, par exemple, telle qu'elle peut être menée dans la mission Racine, dont on espère se nourrir à l'avenir, je crois qu'il faut réfléchir non seulement au métier en lui-même, mais aussi à l'articulation entre le métier et le produit, c'est-à-dire l'œuvre. Alors, quand je dis le produit, c'est peut-être un peu choquant, hein, mais c'est sans connotation particulièrement marchande, hein, mais le travail de l'auteur aboutit à un produit qui est l'œuvre, que ce soit une œuvre intellectuelle, artistique, humoristique. Et cette articulation entre le métier et le produit, je pense, est au cœur des problématiques qui nous réunissent aujourd'hui. Et en tout cas, du point de vue d'un économiste, c'est certainement ça le nœud qui explique beaucoup des difficultés qui sont rencontrées par les auteurs aujourd'hui. Merci.